Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a eu une rencontre hier à Davos avec des décideurs du monde entier, dont le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, cela en prélude au sommet mondial et humanitaire qui se tiendra du 21 au 23 mai prochain en Turquie. La Foire internationale du tourisme de Madrid a ouvert ses portes cette semaine. Cette fois, véritable plateforme de promotion du tourisme enregistre la présence de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Un restaurant du front de mer de la capitale somalienne Mogadiscio a été attaqué hier jeudi. Bilan de l'attaque, 19 morts. L'assaut a été revendiqué par les rebelles islamistes Shebab. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par cette information. Une délégation du Front populaire ivoirien était hier au palais présidentiel. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, était à la tête de cette délégation qui a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur la réconciliation nationale et le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Mamadou Traoré, Jérôme Kofi Abolin. Ambiance cordiale, chaleureuse, celle dans laquelle le président de la République Alassane Ouattara et le Front populaire ivoirien se sont rencontrés ce jeudi. Une rencontre d'un grand intérêt si l'on en juge par la durée. 3 heures d'horloge qui ont permis de passer en revue les questions liées à la vie de la nation. Sur les 8 points évoqués, au nombre desquels la réconciliation, les deux parties se félicitent des avancées notables. Je peux vous dire qu'au niveau du président de la République, nous connaissons toujours sa position. Il s'agit pour lui d'aller résolument à la réconciliation nationale à travers le dialogue avec l'opposition. Nous avons enregistré de réelles avancées. D'abord, une disposition en faveur du règlement définitif de tous les problèmes qui sont contenus dans ce qu'on a appelé la crise post-électorale, notamment la question des prisonniers politiques. Le principe est acquis. Nous avons noté la disponibilité du chef de l'État à faire en sorte que tous les exilés rentrent en Côte d'Ivoire. Nous avons parlé aussi du dégel des comptes. Et à l'heure actuelle, il y a quelques situations particulières que nous avons soumises au président de la République. Que ce sont des situations aussi qui vont être regardées afin que progressivement tous nos compatriotes, tous nos militants, tous les cadres du Front populaire ivoirien comme de l'opposition de façon générale qui ont encore des avoirs ou des comptes bloqués pour que toutes ces situations-là soient résolues. S'agissant essentiellement du renforcement de la démocratie, le FPI se réjouit également des initiatives prises par le pouvoir. La loi sur le statut de l'opposition, je crois que cela aussi participe de l'innovation politique en Côte d'Ivoire. Les situations que nous avons vécues jusque-là montrent bien que pour ancrer la démocratie, pour, disons, booster la démocratie, il faut qu'il y ait un cadre qui soit régi par une loi et qui fixe les règles du jeu politique entre les acteurs politiques, notamment entre le pouvoir et l'opposition. Le gouvernement a déjà soumis un texte. Nous avons souhaité que ce texte-là soit adopté le plus rapidement possible afin que le cadre du jeu politique soit assaini, consolidé et que cela contribue à la stabilité politique et à la démocratie dans notre pays. Le président de la République nous a assuré qu'à la prochaine session parlementaire, donc d'ici avril, cette loi-là sera soumise au Parlement. Voilà, c'est une rencontre qui a été très, très instructive, positive, et qui, de mon point de vue, marque un nouveau départ de la vie politique dans notre pays. Rencontre sollicitée par le Front populaire ivoirien. Pour l'avoir accepté, le président de la République, Alassane Ouattara, fait montre de sa volonté de booster le processus de réconciliation nationale et de renforcer les acquis démocratiques. Autre activité du président de la République Alassane Ouattara, il a reçu hier le vice-président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Au menu de cette rencontre, le renforcement de la coopération entre les deux pays à travers plusieurs projets. Nous allons rester avec Mamadou Traoré et Jérôme Kofi Abolin. L'axe Abidjan-Pékin se porte bien. En témoigne cette rencontre ce jeudi entre le chef de l'État et une importante délégation de la conférence consultative politique du peuple chinois,
conduite par son vice-président Wang Jarui. Rencontre au cours de laquelle il a été essentiellement question du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le secrétaire général du parti et le président de la République, camarade Xi Jinping, m'a chargé de transmettre sa salutation amicale au président Ouattara et pour démontrer que nous avons la forte volonté de renforcer notre lien de coopération. Saisissant l'occasion, le chef de l'État a évoqué un projet de jumelage des villes Abidjan et Pékin. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cela permettra à la capitale économique ivoirienne de s'inspirer de l'expérience chinoise face à ces problèmes de salubrité. Et nous vous le disions dans nos titres, en prélude au sommet mondial et humanitaire qui se tiendra du 21 au 23 mai prochain en Turquie. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, a eu une rencontre hier à Davos avec des décideurs du monde entier. Et plusieurs chefs de gouvernement étaient présents, dont le premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan qui a plaidé pour que les décisions arrêtées lors des sommets soient exécutées. La Côte d'Ivoire est invitée, du reste, à participer activement à ce prochain sommet. Restons en économie. Le gouvernement ivoirien, pour l'année budgétaire 2016, a décidé d'instaurer le budget programme. Objectif de ce nouveau régime financier, mieux orienter l'investissement public. Jean-Jacques Ouaméala. Pour cette année budgétaire, a expliqué le ministre Abdourahmane Cissé, l'investissement public sera porté de 27 à 31% avec priorité aux dépenses en faveur des pauvres. Ce sont donc près de 2 000 milliards de francs CFA qui seront affectés aux infrastructures socio-économiques de base, l'emploi, la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais pour rendre ces investissements efficients, un nouveau schéma directeur avec des budgets programmes. Ce sera nettement plus lisible pour les populations et nettement mieux suivi pour l'administration centrale que nous sommes. Ça introduira plus de transparence, de sorte à nous assurer qu'effectivement, chaque franc CFA dépensé est effectivement dépensé dans de bonnes conditions. Au niveau de la fiscalité intérieure, le gouvernement envisage d'accélérer l'informatisation de l'administration des impôts et surtout de vulgariser les modes de paiement à travers la téléprocédure et les virements bancaires. Au niveau des recettes de porte, les douanes seront dotées de scanners et l'interconnexion entre les services douaniers et portuaires finalisés. Par ailleurs, le ministre prévient que son département aura dorénavant un contrôle accru sur la gestion financière des sociétés composant le portefeuille de l'État, notamment en ce qui concerne l'endettement. Si une entreprise du portefeuille va s'endetter, il faut que nous soyons informés de l'endettement de cette société, de sorte à pouvoir regarder l'endettement de la Côte d'Ivoire, l'endettement de l'État, pas uniquement au niveau du ministère du Budget et du ministère des Finances, mais au niveau de l'ensemble des structures. Pour 2016, le budget de l'État s'établit à 5 813 milliards de francs CFA avec une prévision de croissance de 9,8%. Deuxième grand titre de cette édition, la Foire internationale du tourisme de Madrid a ouvert ses portes cette semaine. Cette fois, véritable plateforme de promotion du tourisme, enregistre la présence de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Venance Emmanuel Niamien est l'envoyé spécial de RTI1 à Madrid, en Espagne. La 36e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid dénommée FITOUR a ouvert ses portes avec un nouveau record de participation. 9 500 exposants issus de 165 pays ont été enregistrés contre 9 000 participants de 160 pays l'édition dernière. Une croissance qui atteste de l'intérêt que les pays accordent à cette foire qui est l'une des plus importantes de l'Europe. L'Espagne, il faut le souligner, est la deuxième destination touristique en Europe après la France. L'année dernière, le pays a enregistré 65 millions de touristes. Participer donc à ce rendez-vous international est une occasion pour les pays d'attirer le plus de touristes chez eux, d'où la présence de la Côte d'Ivoire. Notre participation rentre dans le cadre de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Le message que l'on fait passer dans ces salons, c'est que la Côte d'Ivoire est de retour, la Côte d'Ivoire est de nouveau fréquentable. Vous savez, tous les indices sont au vert. La délégation ivoirienne, outre le ministère et l'Office du tourisme, est composée d'agences de voyage et de professionnels en hôtellerie. La Côte d'Ivoire doit être une destination pour les touristes espagnols parce qu'il y a plein de circuits
qu'on peut leur offrir. On est venu présenter d'abord, moi, un peu Bassam, ensuite l'hôtel et les hôtels en général de la commune de Grand Bassam. Nous sommes une ville balnéaire, une ville riche de son histoire, une ville riche de sa diversité et puis une ville surtout tournée vers l'avenir. La destination Côte d'Ivoire intéresse de plus en plus les touristes. Pour cette première journée, plusieurs professionnels du secteur ont visité le stand ivoirien. La demande elle est en train d'augmenter sur toute la région donc, de l'Afrique de l'Ouest, essentiellement sur la Côte d'Ivoire et Abidjan. Donc on est en train d'augmenter notre portefeuille hôtelier sur la destination. Outre les professionnels du tourisme qui s'intéressaient au stand ivoirien, les nombreux visiteurs, eux, étaient fascinés par le cacao ivoirien. La fontaine de chocolat installée pour l'occasion n'a pas désempli. Les organisateurs de la foire entendent dépasser la barre de 222 551 visiteurs de l'édition dernière. Et cet objectif pourrait être atteint vu l'affluence de cette première journée. Venant Seban Niamie, tout à fait autre chose à présent. La directrice Côte d'Ivoire des Children of Africa a animé une conférence de presse au cabinet de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Il s'est agi d'annoncer la tenue du gala de la fondation dont l'objectif est de recueillir des fonds pour la construction de 3 maisons d'accueil pour les enfants en détresse. Abiba Dambélé Saoui. La Fondation Children of Africa organise le 11 mars prochain un gala de bienfaisance dont les fonds serviront à la construction de 3 maisons d'accueil d'une valeur de 3 milliards de francs pour les enfants en détresse. Des structures modernes équipées pour accueillir ces enfants dans un cadre sain, afin de leur faire bénéficier d'un encadrement de qualité propice à leur réinsertion dans le tissu social. Ces centres seront construits à Ferkessédougou, à Bouaké et à Soubré. Depuis 1998, la Fondation Children of Africa a un centre d'accueil au profit des enfants de la rue, en rupture sociale ou familiale, dénommé la Case des enfants. Ce centre accueille aujourd'hui une 60aine d'enfants avec une prise en charge totale. Aujourd'hui, il existe très peu de centres capables de recueillir les enfants dans de bonnes conditions. Après études et réflexions, la Fondation a décidé de construire 3 centres dans 3 zones stratégiques qui seront appelées eux aussi la Case des enfants. Dans le nord, à Ferkessédougou, porte d'entrée de la plupart des enfants victimes de la traite transfrontalière. Dans le centre, à Bouaké, capitale du centre de la Côte d'Ivoire, grand carrefour de transit des populations. Dans le sud-ouest, à Soubré, grande zone agricole et minière. Cette initiative, qui entre dans le cadre de la protection et de l'assistance aux victimes de la traite et des pires formes de travail des enfants, va bénéficier de la sollicitude de grandes stars du show business, telles que l'actrice Catherine Deneuve ou encore Juliette Binoche, le mannequin Adriana Carambeu. Ce gala, dont le thème est 1001 nuits pour 1001 cœurs, verra outre la prestation de grands artistes tels que Magic System, Pierrette Adams et Mewe, prendra fin avec une soirée dansante animée par le célèbre groupe d'afro-cubains Orchestra Aragon. Autre sujet dans cette édition, l'association des hommes d'affaires turcs Insi Group a offert un important lot d'équipements médicaux d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA à la Fondation d'appui pour le développement durable et économique de Mankono, destinée aux personnes vivant avec un handicap. La cérémonie de remise des dons a eu lieu dans les locaux de la CNPS au Plateau en présence du ministre Dosso Moussa, Koné Pargasoro. Des chaises, des béquilles, des coussins à air, le tout d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA offert à la Fondation d'appui pour le développement durable et économique de Mankono Adem par Insi Group, une association des hommes d'affaires turcs vivant en Côte d'Ivoire. Ce don, c'est pour ces personnes en situation de handicap, pour pouvoir les aider à intégrer la vie actuelle, la vie professionnelle. Un handicapé ne choisit pas son handicap. Nous sommes également des citoyens qui peuvent avoir un handicap dans l'avenir. Cet important lot de matériel médical destiné aux personnes vivant avec un handicap est salué par les responsables de la Fondation ADEM. Aujourd'hui, le groupe franchit un grand pas par le don de cet important lot d'équipements destiné aux personnes vivant avec un handicap. C'est pourquoi, en leur nom et au nom de la Fondation ADEM,
je voudrais réitérer mes vifs remerciements au président directeur général d'Essi Group et à tous ses collaborateurs. Et inviter par la même occasion d'autres entreprises à leur emboîter le pas, car le handicap n'est pas un choix de vie, c'est une volonté divine qui s'impose aux êtres vivants. Plus de 2000 patients, dont 1672 cas de hernie, 463 cas opérés de la cataracte et 430 poches de sang collectées mises à la disposition de la Direction nationale des transfusions sanguines. Ce sont des actions menées par la Fondation d'appui pour le développement durable et économique de Mankono pour le bien-être des populations. Et les populations de la sous-préfecture d'Azadié sont soulagées. Le centre de santé délabré et dégradé depuis des années fait aujourd'hui peau neuve grâce à l'organisation non gouvernementale Jeunes Solidaires. Kwasi Mamadou. Azadié est une sous-préfecture située dans la région de la Niébi-Tiassa. Dans cette localité, les populations ont perdu l'habitude de la fréquentation du centre de santé, car le seul de cette sous-préfecture est en ruine depuis plus de 14 ans. Vétusté et manque de bâtiments, le centre de santé urbain d'Azadié se voulait une nouvelle santé et les besoins des populations sont pris en compte aujourd'hui par l'ONG Jeunes Solidaires, une organisation sociale engagée dans la réhabilitation des centres de santé. Cette structure a permis la réhabilitation complète de tous les services de cet hôpital, des activités qui ont porté sur le plafonnage, l'électricité et le circuit d'eau. L'ONG Jeunes Solidaires est un organisme de bienfaisance, donc l'objectif est la réhabilitation des structures sanitaires publiques. La recherche du bien-être social est un défi à relever au quotidien. Mais ces travaux semblent insuffisants pour le bien-être de la population, car depuis 5 ans, le centre de santé urbain d'Azadié a bénéficié de matériel médical de dernière génération. Les responsables du centre de santé urbain d'Azadié ont sollicité l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, mais également celui des bonnes volontés pour la construction de nouveaux bâtiments modernes pour désengorger les anciens, mais surtout pour une prise en charge efficiente des patients. Les populations ont traduit leur reconnaissance à l'ONG Jeunes Solidaires, car pour elles, cette réflexion leur permettra de reprendre goût à la fréquentation des centres de santé. Depuis sa création, l'ONG Jeunes Solidaires s'est engagée dans la réhabilitation des centres de santé. Et les premiers bénéficiaires sont l'hôpital général de Koumassi et le centre de santé urbain Rekono Bédié de Marcory, réhabilité juste après la crise post-électorale de 2011. L'intégration sous-régionale a fait un pas de plus avec la mise en place du programme de partenariat intra-africain pour la mobilité des talents en abrégé TMP. Le bilan des activités de ce programme a été présenté aux journalistes. On en parle avec Emmanuela Gabriel Zadé. L'intégration des peuples dans la sous-région va prendre forme avec le programme de partenariat interafricain pour la mobilité des talents, TMP. Le ministre de l'intégration africaine l'a dit lors d'un déjeuner de presse organisé par son ministère. La mobilité des talents peut être un levier important pour l'intégration africaine, un levier important, un outil indispensable aussi pour la croissance économique, pour la compétitivité de nos économies. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus de jeunes ont acquis une solide formation. Il faut que nous changeons d'approche et que nous changeons de logiciel parce qu'on ne peut plus se barricader dans ces frontières nationales. Il faut viser plus loin. Une libre circulation des professionnels, des cadres et des investisseurs africains dans l'espace CEDEAO est certes un levier économique, mais passe nécessairement par la mise en place de mécanismes réduisant les contraintes entre États, selon ce professeur d'université. Des réunions ont eu lieu en 2014 et 2015 pour faciliter l'exécution du programme TMP. La Côte d'Ivoire, l'un des pays pilotes du programme en Afrique de l'Ouest, a installé un groupe de travail pour réfléchir sur les aspects liés à la libre circulation des personnes entre pays africains. Il s'agit pour nous d'associer dans ce groupe de travail les membres de la société civile. Il s'agit d'associer dans ce groupe de travail les personnes ressources. Nous avons également invité les membres de la société civile. Nous avons invité le secteur privé et tous les ministères
En tout cas, la plupart des ministères concernés par la mobilité des talents sont présents. La Côte d'Ivoire, désignée par les pays de l'UEMOA pour son dynamisme économique, a un double rôle. Le pays doit au niveau national informer et sensibiliser les Ivoiriens, au niveau international faire du lobbying auprès des États pour les amener à adhérer au programme de la mobilité des talents. Et parlons maintenant de la municipalité de Grand Bérébi qui a fait don aux représentants de différentes couches sociales de sa population et c'était à la faveur de la première session du conseil municipal pour l'exercice 2016. Honoré de Kakoubla à Nigori. Cette première rencontre de la municipalité de Grand Bérébi en cette année 2016 a été marquée par la distribution des enveloppes aux meilleurs élèves du premier trimestre des écoles secondaires. Du matériel de classe a été également remis à ceux de la maternelle. Quant à la gendarmerie et la sous-préfecture, elles ont reçu des équipements, dont des lits et du matériel médical. Ce matériel sera respectivement partagé entre le centre de santé urbain et le centre de protection de la petite enfance. Des équipements de sport ont été distribués à des écoles de football et aux équipes de certains villages de la commune. Le maire, Alphonse Gosso Yabayou, justifie ses actions par le fait qu'en cette nouvelle année, l'occasion est donnée pour témoigner sa gratitude aux populations. Le premier magistrat de Grand Bérébi a mis à profit cette rencontre pour insister sur la modernisation de la mairie. Il compte mettre tout en œuvre pour que les différents services se mettent à l'heure des technologies de l'information et de la communication, des projets de salubrité publique, de reprofilage de certaines voies, d'extension du réseau électrique et d'adduction en eau potable dans les quartiers et villages sont entre autres les activités prévues en 2016 par la municipalité de Grand Bérébi. Tcheguakro et nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire. Tcheguakro fait partie des localités nouvellement érigées en chef-lieu de préfecture. Il y a 2 ans, ce département recevait le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans la région du Bélier. Il a apporté son soutien au développement de cette localité, mais la population voudrait voir la réalisation d'autres projets. On en parle avec Eugène Atoubé. 15 km de route bitumée à partir de Yamoussoukro, 10 minutes de voyage tranquille et nous voilà à la porte d'Atcheguakro, entrée nord de la ville. C'est d'ailleurs le seul bitume longtemps rêvé des populations dans cette localité. Ici, on se convainc que cette infrastructure laisse entrevoir de belles perspectives pour Atcheguakro. Depuis l'avènement du goudron, nous avançons allègrement vers le développement. Il est vrai, il n'est pas facile de transformer un village en ville en un temps record, mais petit à petit, on avance. Le développement d'Atcheguakro et le progrès de ses populations, c'est l'enjeu de l'érection de cette localité en chef-lieu de département depuis 2012. La visite d'État en 2013 du président de la République Alassane Ouattara dans ce département va ajouter à l'espoir des populations, d'autant que plusieurs villages et chefs-lieux de sous-préfecture bénéficient de nombreux projets d'urgence. Le bitumage de l'axe Menaya-Moussokro et la construction des bureaux de la préfecture. 2 ans après, Atcheguakro est resté dans l'inertie et conserve son aspect de village. Les manques sont nombreux et les défis immenses. Nous avons besoin d'une gendarmerie. Parce que le vol à Atcheguakro, surtout les coupeurs de route, nous fatigue ici. La police pour la ville. Je n'ai pas trouvé de logement ici sur place. Donc j'étais obligé de trouver un logement à Yamoussoukro et aussi obligé de payer une moto pour pouvoir me déplacer un peu plus facilement pour éviter les retards. Mais malgré ça, avec les coups très tôt le matin, c'est obligé. Il arrive souvent avec 5 minutes, 10 minutes de retard. L'absence de logement pour accueillir les fonctionnaires, agents de l'État et travailleurs du privé vient comme un écho à l'absence de plusieurs services administratifs. À Atcheguakro, aucun établissement financier, pas une seule essencerie. On n'y trouve aucune grande surface pour faire des emplettes. Beaucoup encore reste à faire en termes d'offres de commodités et d'opportunités. Et les jeunes ainsi que les femmes qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité agricole, notamment la culture et la transformation du manioc, subissent le contre-coup de cette situation de léthargie dans laquelle Atcheguakro reste plongé. On n'a pas eu quelqu'un pour nous suivre. Au départ, les gens de la NADER sont venus nous voir. On a fait des réunions ici.
Mais à la dernière minute, ils ne sont plus venus. Le souhait des jeunes Natiwakro, c'est que vraiment l'État, par ces structures-là, vienne vraiment en aide aux jeunes Natiwakro. Rester ici, ne rien faire, bon, on est tenté d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, la population forme un seul vœu, direction Natiwakro en commune. Avec Béléban, ce sont les deux chefs-lieux des départements qui n'ont à ce jour pas de mairie et dont l'avènement est fortement attendu. Et Jeanne Toubé, les chefs de communauté et autorités de la région du Gontougo viennent de participer à une formation sur la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Cette formation leur permettra de s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation dans leur localité. Thérèse Tapeyoboué. La priorité et les besoins de développement, la protection civile, tels sont les thèmes de cette formation à Bondoukou. Elle s'inscrit dans le cadre du projet dénommé « Promouvoir la participation inclusive de la société civile au processus de la réconciliation nationale et de cohésion sociale ». Un processus mis en œuvre dans les localités de Bondoukou, Bouaké, Korogo et Diokwe. La formation vise à outiller les leaders communautaires et les autorités locales, examiner les obstacles à la réconciliation, au développement durable et à faire des recommandations concrètes et réalistes. Et ces recommandations vont être consignées dans un document au niveau d'Abidjan par la Convention de la société civile ivoirienne pour conduire un plaidoyer auprès des autorités au niveau national à Abidjan. Après 2 jours d'échange, les leaders communautaires et les autorités de la région ont recommandé la mise en place, entre autres, de tests juridiques de protection des populations vulnérables, la formalisation des comités de veille dans les quartiers et villages pour le développement de la région. Si ces recommandations sont appliquées, elles ne vont pas éradiquer tous les problèmes que nous connaissons dans la région, mais elles pourront apporter une amélioration dans notre situation. Le secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou, Étienne Kamenakré, a félicité la Convention de la société civile ivoirienne et ses partenaires pour cette initiative qui va permettre une cohésion et un développement durable dans la région du Gontougo. L'ambassadeur de l'État palestinien en Côte d'Ivoire a célébré ici à Abidjan la fête nationale de son pays. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME, de l'artisanat et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères étaient présents à cette fête. Témoin pour RTI 1, Christelle Ménan. 28 ans que l'État palestinien a été déclaré indépendant le 15 novembre 1988 en Algérie. Ce 14 janvier, on a célébré à Abidjan cet anniversaire ainsi que la Journée internationale de la solidarité palestinienne. Une célébration empreinte de déclaration d'amitié entre les deux pays, comme il est d'usage. Note singulière, toutefois, le plaidoyer d'Atef Mustafa, ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre peuple et notre autorité tendent leurs mains en vue de la réalisation d'une paix juste et durable pour tous, conformément aux résolutions légitimes internationales et aux résolutions des Nations Unies qui accordent à notre peuple le droit à l'autodétermination et la création de son État indépendant. La Côte d'Ivoire est heureuse d'accompagner la Palestine dans les efforts inlassables de recherche de la paix et du bien-être entrepris par son Excellence M. Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. La Côte d'Ivoire, qui est l'ami de tous et l'ennemi de personne, encourage toutes les parties à reprendre les négociations qui aboutiraient à un Proche-Orient de paix. La Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à approuver la création d'un État palestinien. En 2012, elle a également voté en faveur de l'adhésion de la Palestine à l'ONU en qualité de membre observateur. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques qui ont connu un regain en avril dernier. Ces relations se consolident d'année en année. La preuve, au mois d'avril dernier, nous avons assisté donc, aux premières journées culturelles organisées par l'État de Palestine. Et en avril prochain, la Côte d'Ivoire va accueillir un forum économique qui va faire venir en Côte d'Ivoire de nombreux investisseurs palestiniens justement pour renforcer les relations entre la Côte d'Ivoire et l'État de Palestine. Tous les domaines de coopération sont d'ores et déjà envisagés, mais l'économie palestinienne est fortement liée à l'évolution du processus de paix au Proche-Orient. Près de 80% des échanges extérieurs sont réalisés avec Israël.
Et nous allons terminer avec cette information. Un restaurant du front de mer de la capitale somalienne Mogadiscio a été attaqué hier jeudi. Une voiture piégée a d'abord explosé devant l'établissement, puis une fusillade a éclaté. Bilan de l'attaque, 19 morts, dont des femmes et des enfants. L'assaut a été revendiqué par les rebelles islamistes Shebab. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.